que d'habitude, mais ça ne va pas tarder à être prêt. Ce qui laisse le temps à tout le monde d'arriver. Alors je profite de ce moment pour vous demander d'excuser. Bonsoir, c'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir d'accueillir dans nos rencontres Hippocrate pour une deuxième fois Rita Charon, qu'on ne présente plus mais que je vais quand même vous représenter parce que je ne peux résister à ce plaisir, et Maria de Jésus Cabral qui travaille avec notre laboratoire depuis maintenant 3 ans et demi. Alors, Rita Charon est une invitée que nous ne pouvons résister à l'envie de réinviter régulièrement, qui est une invitée très importante pour nous, parce que c'est le médecin, la femme, qui a développé ce concept de médecine narrative. Et j'en profite pour vous donner une excellente nouvelle, qui est le fait que son ouvrage Princeps a été traduit en français, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Et donc, vous avez la possibilité désormais d'avoir accès à son texte dans leur version traduite. J'ai appris à l'instant, ce qui n'est pas pour me déplaire, que cet ouvrage était le fruit d'une traduction réalisée par l'une de nos chargées d'enseignement. C'est François Goupil qui vient de me le dire, ce qui vous montre à quel point l'enseignement de médecine narrative que François Goupil a mis en place dans cette faculté est vraiment souché dans l'esprit même de Rita Charon. Donc voilà, ça c'était la bonne nouvelle. On ne fait habituellement pas de publicité, mais je considère qu'il ne s'agit pas d'une publicité, mais bien d'une information importante pour nous et pour nos étudiants. Alors Rita Charon était venue une première fois il y a 2 ans, et à cette occasion, François Goupil avait eu la possibilité de nous exposer comment l'université et la faculté de médecine Paris-Descartes avaient mis en place de son côté un enseignement de médecine narrative qui se poursuit, qui enrichit l'enseignement de 400 étudiants chaque année et dont nous avons vraiment l'envie qu'il continue, et qu'il continue de façon infinie, on va dire. Les étudiants sont ravis, et c'est, avec nos enseignements d'éthique, le seul accès qu'ils ont, d'une certaine manière, à un enseignement qui soit plus dédié à l'homme dans son humanité que dans le côté corps, technique, biotechnologie, etc. Donc c'est un enseignement qui est très important. Maria Jésus de Cabral, qui est professeure de littérature française au Portugal, est venue dans notre laboratoire pour la première fois il y a quelques années. Et depuis qu'elle est venue, eh bien, on n'a plus réussi à ne pas travailler ensemble. Et c'est, en tout cas en ce qui me concerne, elle qui a su faire le pont entre le laboratoire d'éthique médicale de Christian Hervé et Rita Charon, qui jusque-là ne nous était accessible que par François Goupil. Donc on forme vraiment un groupe de travail qui s'exprime à la fois à travers cette mise en pratique de la médecine narrative, cette importation de cette technique d'enseignement, et un groupe de travail de recherche qui est assez actif, puisque nous avons eu la chance, je dirais, et le plaisir de travailler au sein d'un même projet de recherche international, européen, européen non, plus qu'européen, puisqu'il a réuni le Brésil, le Portugal, l'Angleterre, les États-Unis et la France. Et ce projet de recherche portait le nom suivant, Caring for the Future. C'est la raison pour laquelle, pour faire un clin d'œil à cette collaboration-là, Rita a accepté d'intituler son exposé d'aujourd'hui Caring for the Future. Donc j'arrête de vous parler et je lui passe la parole. Thank you. Thank you for having me again. And I very much appreciate your willingness to have me speaking in English and not in French. So there we are. It is a evolving and an opening road that we are on with the students and the faculty of Paris-Descartes, with the Center for Ethics as well. And now, as Professor Mumsad has just said, with many, many sites across the world.
It is in, we're doing work now in narrative medicine in many states in the US, many parts of Canada, South America, Brazil, Argentina, Chile, in Asia, Tokyo, Kyoto, Beijing, Scandinavia, South Africa. And this just speaks to the kind of hunger that many who are within healthcare as doctors, nurses, social workers, or as patients and families, the hunger that we all experience for a care for the sick that is not fragmented, that is as whole a care as it can be. So I know that many of these ideas are now not new, and I'm not tonight going to rehearse all of the fundamentals of narrative medicine, which is so simply a care for the sick that is fortified with the understanding, the rigorous understanding of the narrative structure of accounts. When a patient tells me something in the office, I'm able to understand more than I could before learning the principles and practice of narrative medicine that I now have at my disposal. And it is this that we're trying and succeeding in teaching to students and clinicians in all these different parts of the world at this point, with the simple and profound and powerful idea that as one attends to that which the other tells, if one attends fully, completely, skillfully to that which the other tells, then one is better able to enter the other's narrative world, to understand more precisely what the account might mean, what the significance of this might mean, and then to recognize and be able to act on that which is being heard. Now, one of the reasons that we started this work at the very beginning was to counter the divides that separate doctors from patients in the course of the care of the sick. It is a divide of perspectives that is sometimes so vast that the one simply does not reach the other. I trust you know what I mean by divides. The doctor might be male, the patient may be female. The doctor may be white, the patient may be Asian. The doctor may speak only English, the patient may speak only Spanish. The divides of socioeconomic class, of political orientation, all of these things that hold them apart from one another. But the biggest divide between the patient and the doctor is much more fundamental than that. It's that one is sick and one is well. It's that the patient comes for care because of a situation or the fear of a situation. And the physician or nurse, typically, we have to fool ourselves into thinking that somehow our exposure to sickness and death has somehow made us immune to it. I think maybe those of you who are clinicians in the audience know what I mean. We are so saturated with the sickness and the death that we have to, in some simmering fantasy, sometimes anyway, think that perhaps we're immune to it. Now this divide, of course, repeats the much more fundamental divide within every person between, again, the awareness of mortality, the awareness that one is indeed a biological object, and an awareness simultaneously that one is immortal in the sense of being a meaning-seeking, meaning-making creature. So this much, much more fundamental divide occurs in all of us, and it is the dialectic, it is the predicament that faces the mortal organism. I don't think I should restrict it to human. But that fundamental phenomenologic dialectic that one is at the very same time an object and a
making, meaning-seeking organism. So these two divides collude, don't you see? The divide between the patient and the doctor, one's sick, one's well, and then that more fundamental divide within each of them, that on the one hand, of course I'm mortal, of course I'm going to die, of course I will sicken, and on the other, oh no, no, I am a location of significance, of meaning, of desire, of emotion, of transcendence, of art. Okay. So it's occurred to us that perhaps those of us who work among the sick have a particular responsibility to our culture, because we have an opportunity, being so near to sickness and death, we have an opportunity to come to some gradual terms with it. And I'm going to try this idea. I'm not sure that this will carry in this country. It is especially the case in the U.S. anyway. We have a death-denying culture. We have a culture that has a very hard time as a popular culture admitting to itself that it is mortal. We have so much trouble on both sides, doctors and nurses talking to patients, patients talking to doctors and nurses. None of us know how to start conversations about death. So we're feeling within narrative medicine at Columbia anyway, that this may be one of our urgent emerging responsibilities, to in some way be a vanguard for the humble awareness of all of us, not just the patients, all of us, that we are, of course, within our predicament, nearing death. This is not a talk about death, by the way. I may sound kind of morbid right now, but this is really a conversation I want to invite you into about the predicaments that we're all in, and that we within healthcare have an opportunity and maybe a responsibility to begin to solve, so that perhaps the culture will not be such a death-denying culture, but one somewhat more at home with the mortal condition. I want to give you the words of John Banville, Irish novelist. He wrote The Sea, which was a magnificent novel. This is a paragraph from a not-so-magnificent novel called Infinities. The conceit is, it's in the words of Zeus, the Greek, the head of the gods, yes? Zeus sitting up atop Mount Olympus with his pals, the other gods, and they're looking down at us, at Earth. They're looking down at these hapless mortals that they've created, and Zeus says to his buddies that he envies us our mortality. He wishes he were mortal. And here's what he says. This is the words of Zeus. This is the mortal world. It is a world where nothing is lost, where all is accounted for, while yet the mystery of things is preserved. A world where they may live, however briefly, however tenuously, in the failing evenings of the self, solitary and at the same time together, somehow, here in this place, dying as they may be, and yet fixed forever in a luminous, unending instant. You say, ta-da! A luminous, unending. This is a luminous, unending instant. And yet each of us in the failing evenings of the self. So hold that paragraph in mind for a bit. And I have to say that this way of thinking becomes critical in times of violence, in times of threat, in times of loss, that these are the times that we need very clearly to
to understand the condition that we're in, both at the same time the contradictions of the radical doubt of when it ends and the certainty that it will. Okay. So I'm talking about divides of perspectives. Cézanne, you know, painted this mountain, what, 100 times? This is Mont Saint-Victoire. Is the light okay? Can you see this painting? You can? It's not too bright? He painted it 100 times from all different vantage points. He says, as he's standing at his easel, he says, you move your head to the right an inch, you move your head to the left an inch, it's a different painting. So I appreciate his series of paintings. This one is a rather placid to my eye. It's quite a distant vantage. We see some buildings, we see some trees, we see a road. There's nothing upsetting about the profile of the mountain in this I was going to say shot in this painting. But I'm just reminding us all, we'll see different perspectives as we go on. The perspectives of these paintings change as the perspectives of narratives change. There is no a-perspectival narrative. We read Abraham and Isaac in Genesis. We hear the perspective of the writer of Genesis, whoever that might have been. We kind of hear the perspective of Abraham, but we sure don't hear the perspective of Isaac. So all of these accounts, all of these narratives that circulate within healthcare are infinitely, urgently, consequentially perspectival. Another mountain. Now, this one looks a little darker to me. It's a little more foreboding. There's a gloominess to the overhanging black-green leaves. There's something rather ominous about that square, imposing building. If I get close to the painting, I cannot see doors, I cannot see windows. I don't know what it is. There's something rather foreboding about this. Is it the same mountain? You have to ask. And this is the mood oftentimes of the illness narrative. The foreboding, the eruption of something ominous into the middle of the scene. You know that when patients become ill, think of someone in your practice or your family who becomes ill suddenly. A woman finds a breast lump, it gets biopsied, it's positive. You know that it is as if a chasm opens up. Do you know chasm? Like the earth opens up and they're about to fall in to a gulf. This is the chasm of illness. They didn't know that that was there with all the chemotherapy, all the radiation, all the losing your hair, all the nausea, all the in that chasm. Do you see? So this foreboding mountain reminds me to talk about that chasm that patients experience when death erupts, when death yawns open in their lives. While the physician doesn't see this mountain, the physician sees what is the cell type, what is the NIH protocol. They are as if looking at two different mountains. A favorite saying of many of us, René Leriche, a surgeon from 1936, il dit la santé est la vie dans le silence des organes. Health is life lived in the silence of the organs. So it's as if patients hear the silence or listen for the silence while we doctors are listening for the noise. But that in a costly manner, neither of us really knows how to listen for either. That neither of us knows how to listen for or tell about these realities of illness.
Again, it's as if there are two different stories being talked about. One is now I'm repeating myself a little, one is about the body as object, and one is about the body as dwelling place for a meaning-making organism. Now, this runs the risk of these two people trying to trying to manage an illness, trying to give care in a dichotomized reality, all right? That one sees one thing and the other sees something entirely differently. I'm going to tell you, I'm not going to tell you, I'm going to remind you of a story I'm sure you all know, Flaubert's Un Cœur Simple. I'm sure you read it in grade school. Yes? Do you remember Félicité? The peasant woman who goes through so many losses. She loses her family. She gets picked up by Madame Aubin in Pont-l'Évêque. She's hired as a housemaid. But she loses the man she loves. And then she loses the nephew she adored, who she helped to raise. The nephew is lost at sea. Then she loses a young girl who also she helps to raise. Finally, she has one object of love left. It's a parrot, a perroquet, that somebody gave her because he got tired of having a parrot. Lulu is now her object of love, little Félicité. Lulu dies. Félicité has Lulu stuffed, and the stuffed parrot continues to be the object that gives some meaning to her life, right? Then Félicité gets sick. And here's how the beginning of the illness is described. Après Pâques, elle cracha du sang. Alors la mère Simon eut recours à un docteur. Félicité voulut savoir ce qu'elle avait, mais trop sourde pour entendre, un seul mot lui parvint. Pneumonie. Il lui était connu, et elle répliqua doucement, ah, comme madame, trouvant naturel de suivre sa maîtresse. So here you see Flaubert combines both perspectives, doesn't he? He's got the symptoms of the illness, he's got the name of the illness, he's got the diagnostic act of the illness. And then we have an internal thought of Félicité that's not interested in what she's got necessarily. She's interested in the order of it, the meaningful order. Ah, of course I should die of the disease that carried away Madame. So she experiences it as a narrative world of meaning. Now the next one later on, Flaubert has two descriptions of the actual death. Les oppressions et la fièvre augmentaient. Du mardi au samedi, elle toussa plus fréquemment. Le soir, son visage était grippé, ses lèvres se collaient à ses gencives, des vomissements parurent. Son agonie commença. Un râle de plus en plus précipité lui soulevait les côtes. Des bouillons d'écume venaient au coin de sa bouche et tout son corps tremblait. Now that is a detached objective observer. We're getting all the very specific body as object aspects of this scene. It's a highly clinicized description. And then, though, by the last paragraph of the story, we hear this. There's a procession outside her window, and Félicité is smelling the incense from the religious service. Une vapeur d'azur monta dans la chambre de Félicité. Elle avança les narines, en la humant avec une sensualité mystique, puis ferma les paupières. Ses lèvres souriaient.
les mouvements de son cœur se ralentirent un peu à peu, plus vagues chaque fois, plus doux, comme une fontaine s'épuise, comme un écho disparaît. Et quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir, dans les cieux entr'ouverts, un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête. So, the same scene from within her consciousness brings us the entire belief structure of this dying woman. And she believed that she saw this parrot, her now soul love object, open through the opening in the heavens, no doubt assuming that she would be brought with that parrot to heaven. This is a Félicité who, when she used to pray to the Trinity, her eyes would gradually shift from the Holy Spirit, figured as a bird, over to Lulu, who started to look somewhat sacred. So this is just an example. Forgive my taking the time to do this, but it was so luscious to see how Flaubert was able to incorporate both of these aspects into this very short story, into the personage of this peasant Félicité. Now, the mountain is still somewhat somber, but has become less foreboding. We still see the crater at the top of it, but it is less foreboding. And it is as if maybe there are ways to unite these perspectives. The perspective of the clinician observer detachedly describing the events of the body, and the perspective of that now old, deaf, nearly blind woman who lives in that body and whose body still allows her to make sense of and make value of every moment. So here's my question. Are we consigned as doctor and patient, or clinician, could be nurse, social worker, therapist, are we consigned as doctor and patient to dichotomize, which is to split the view, to one person have the detached view and the other person have the view of meaning, or can we double the perception so that each of us, the Félicités, the patients, can double the perception? They understand full well that they have bodies that are now ailing and that they have meaning-making powers of emotion and attachment and truth. And can the doctor do that doubling so that he or she admits the status as biological object? I too will die. I am not separate from my patient, as well as assuring him or herself of the singular, unique, individual meaning-making, and not to turn away from that either. Where they unite, I'm proposing that we unite as each of us doubling these perspectives, and where we unite is in mortality. Both the doctor and the patient are facing mortality. One faces it because it is happening to him. The other faces it because he's responsible for forestalling it in others. Now, in this, again, the mountain now is far away. But the tree here, I don't know, the tree seems to be consoling the mountain. Do you see that? The tree is following the curve of that mountain. It's not violating it. It's not touching it. Of course, it's in a different. It's foregrounded, but the curve of that branch seems to be so following, echoing the curve of that mountain, as if in recognition. That's how it looks to me. It is certainly a more optimistic view than the others I've shown you, but indeed that it is the human condition that we are, and don't we all at some times realize how much we are physical objects?
I've been watching the moon rise. I hope some of you have too. Have you seen it? It's been rising early in the morning, a tiny crescent still. It's coming up about 6, 7 in the morning in the east. And then, don't you know, Venus is so bright, just atop that crescent. And you say, wow, I'm a physical object in this universe. The moon, as we all know, is 239,000 miles away. And I am magnetically attracted to that moon as an object. At the very same time, of course, that moon, especially that crescent moon, lends significance, myth, cultural weight, romance to those of us who live as objects below it. I mean, that's just one of the, I don't know, dozens of times a day that one realizes how much one exists as an object, and yet that does not take away from all of the rest. So I hope you see what I'm suggesting is that we within healthcare, with all of these reminders of what we are and what we're not, can do something for the culture. Because it's in our view that the body becomes the problem. Do you see? When the body becomes ill is when it becomes at issue. It becomes threatened. It becomes visible. The body is used in many other places, in sexual acts, in musical acts, in athletic acts, but the body is not at issue in those situations. The body is happily being used for these other things, but in illness, the object of the body is in trouble. The organs are noisy. The body is threatened, and that's where its mortality shows. And that's why we, and not the physical trainers or the tango teachers or the piano teachers, they don't have the responsibility we have, which is, once again, to help this culture understand not a dichotomy, but a doubling of these perspectives. Now, I brought Flaubert and Banville and Cézanne in this evening. I invited them in to propose anew, on top of what I've said already, that the way that Flaubert was able to double, able to bring together these perspectives was through his art. And that's what Banville was able to do, and that's what I'm suggesting that Cézanne is able to do as well. What allowed Flaubert to articulate his vision of Felicity dying both as an object and one with a world of meaning is the art through which he transcends any carnal reality. He transcends it by virtue of the imagination, his creative skill, and his art. Gaston Bachelard tells us why in the Poetics of Space, phenomenologist. He says, on voit bien alors que l'œuvre prend un tel relief au-dessus de la vie que la vie ne l'explique plus. L'art est un redoublement de vie, une sorte d'émulation dans les surprises qui excitent notre conscience et l'empêchent de somnoler. I mean, that's beautiful. Art awakens. Isn't that right? Art awakens us. But it's the au-dessus de la vie, that these are aspects that we cannot see in our own lives without the help of the artist. We need the words of the writers, the paintings of the artists, to understand that which without them we cannot understand. And I think that's where the force of narrative medicine exists. It's in taking advantage of the power of the art in narrative and in other realms to give us that which we could not have otherwise. He goes on to say, Bachelard, nous proposons de considérer l'imagination comme une puissance majeure de la nature humaine. L'imagination ouvre sur l'avenir. This is for you.
You're caring for the future. L'imagination ouvre sur l'avenir. Comment prévoir sans imaginer? So that's the proposal, and is the reason that we encourage our students and our colleagues to read, to write, not mechanically writing, but writing with creativity, with daring, making things up. Dr. Sharon, I can make things up. You know, that this is not just writing clinical cases, but rather is writing or painting or composing in order to indeed develop the creative power to represent that which one perceives. I want to read you something that I wrote about a patient that shows you what I mean. Here's a final view, no, second to last view of our mountain. This one, look how it's all the way down to the essence, of the mountain. Now, I'm keeping track of time. I'm going 45 minutes. Is that right? Is that right? Okay. So, how does this work in practice? We've talked a lot about how we're teaching students to write reflectively about what they do in the clinic. Now I want to tell you a little bit about some of the clinical uses of what I've been talking about. How can it help for the clinicians, the physicians, the nurses, to develop their own powers of representation, of creative representation? I'm not saying that all clinicians can become novelists. We are not all Flauberts, alas. But we can begin to open our capacity to perceive by virtue of doing our best to represent what we see. And we teach all our students at Columbia to write very expansively, using any genre. They're writing science fiction, they're writing love sonnets, they're writing lyrics to strange new music. They're writing dystopic fiction. Do you see? It's not just writing what happened yesterday in clinic. But sometimes what happened yesterday in clinic is the thing to talk about. So let me close with this. This is a woman I know pretty well. She's a patient of mine for many years, like 25 or 30. And she came into my office, this is not long ago, terrified, absolutely terrified. Over the weekend, she was essentially well. She had a little arthritis, but she was essentially well. Over the weekend, she had developed a high fever. She figured she had the flu. She thought she needed one of those Theraflu, flu medicines. Our clinic was closed. She went to one of the weekend clinics that were in her neighborhood. And the doctor there told her, yes, she probably had the flu, and gave her something for the flu. And then the doctor says, well, your sugar is high, glucose in her blood. So you have diabetes. So here, take this machine. You have to check your blood sugar twice a day. You have to take this pill, and you have to see your doctor as soon as you can. She was absolutely terrified. So she made an urgent appointment. I saw her like that Monday. And it was a very complicated visit. I wasn't really sure why she was absolutely so undone by this news. It didn't make sense to me in terms of what I knew about her. And but we talked, and I examined her, and we checked the sugar, and we made some decisions about what to do. And I told her, sometimes having a very high fever will bring a sugar level up. So we're going to watch it and see what happens. I allayed her fears a little bit. The next day, I'm on a plane, and I just fell to writing about her because I still was very confused about what had happened. So I wrote about it. I tried to describe the situation that we had shared the day before. And then when I got off the plane, I mailed it to her because I thought
Through the writing of it, I came to understand something, and I thought it might be useful for her. And I was also interested to see what her angle would be, what her perspective. So I sent it saying, this is what I remember. Maybe you can tell me what you remember, right? So here's part of what I had mailed her. Two middle-aged women sit in a cramped clinic office in Upper Manhattan. They have known one another for decades, one of them dealing with a series of health problems, and the other as her doctor, accompanying her through them. A stalwart Upper West Sider, it's a neighborhood in New York, an activist and progressive, a wife and mother, a professor at two different universities, a force of nature. The patient bicycles the river, eats sensibly, walks everywhere. The women had both been part of the movement to end the Vietnam War. They had both been early feminists. They staked their own lives and careers on ideals of fairness and freedom. Today, the patient is in crisis. A clinic doctor told her she had diabetes and told her to check her blood for sugar daily. Terrified, the patient felt some iron door on her health slamming shut. Diabetics get heart attacks, strokes, lose limbs, go blind, need dialysis. Had she not been taking care of herself? Should she have worked harder to lose weight? Was it so grave to have a bagel with cream cheese now and then? She savaged herself, flagellating herself for pleasures happily indulged in. She must have had a death wish all this time, and all this time she thought she was doing okay. How could she have done this to herself? Now she sits across the desk from this doctor who knew her as a young mother. The diagnosis of diabetes sent her into a face-off with aging and death. She had been in a fruitless effort to prove her youth, her strength, her everlastingness. She had been fooling herself. She had indulged in a stupid fantasy of health, while within her cells, damage is already underway. They sit at the desk staring at one another, saying little, taking one another in. They wonder together how growing old can happen with clarity and truth. Must we lie to each other? Must we lie to ourselves in order to endure? Can we accept our limited time on earth and still enjoy it? Their conversation deepens the contact between them, so that they both now, as they speak, are discovering why they do what they do. They come together to realize the limits of a life, and maybe also a gratitude and awe that the life has been given to begin with. The doctor examines the patient. They meet in this odd intimacy, not of love or friendship, but of ongoingness. Maybe, the doctor says, we might see within this ordeal some thirst for life, some appetite for life. Maybe we can find ourselves on the side of life. They both feel that they've found solid ground. The patient is shaken by this sudden confrontation with her mortality, and yet this shakenness corrects the illusion that overlooks the finitude of this life. With truth now, can these women now proceed? They resume their days, having together undergone a powerful experience. They see now the implacable passage of time, and in the shadow of that, their grasp on the beauty of this life, its shy worth. And when she came in the next time, it was with this letter in her hand. She says, every time I read this, I cry. So we saw that we had shared a very profound moment of recognition there, and that it was the mutual recognition that made the power of this. Now, when I was on the plane, I certainly did not decide to write this in the third person. I don't know how that happened. The story decided that. But I saw afterwards the
what that gave us. What it gave us was indeed an equalizing. That I was not the I narrator agent making things happen. No, I was one of two women in this room, and that indeed was the point for her and for me. And I told her, I told her how what we went through together altered my own sense of what's to come for myself, so that I was in her debt, as able to instruct me. These are the kinds of things that I think can happen day in, day out in practice, if we as clinicians are open to the recognition, not the dichotomy, but the doubling with our patients as they undergo what they undergo. I want to show you finally a series of paintings by Frederick Hodler, a Swiss landscape artist. He has some works now at Marmottan, Monet. He has a few landscapes of his are there. I saw them the other day. His lover, the mother of his child, developed cancer of the ovary and died very brutally and quickly, aggressively from this cancer. I think she was dead within 9 months of the diagnosis. Hodler, as an artist, was able to perceive her situation. He was able to perceive what she underwent, and he represented it. And I want to just show you a few of the paintings from his sequence. As he sat at her bedside, he was so present with her that he was able to represent, so that we can all see what it is that she underwent. This is called the youth. The illness. The exhaustion. The pain. The agony. The last painting. She has by now died. Sunset over Lake Geneva. Thank you. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je n'aimerais pas être à la place de Maria. Mais je sais qu'elle va très bien s'en sortir parce que elle ne va pas répéter la même chose. Donc Maria va parler en français. Nous nous permettons de parler en français car nous savons que Rita Sharon comprend très bien le français. Lorsque, à la fin de l'exposé de Maria, nous allons passer à la partie débat, vous pouvez parler et poser vos questions aussi bien en français et en anglais à chacune des deux de nos deux invités. Maria. Merci Marie-France. Juste ma montre. Merci Marie-France. Donc mon premier mot est évidemment de remerciement à Marie-France et aussi au professeur Christian Hervé qui est absent ici et qui m'avait donc dirigé cette invitation. Je vais donc prendre un angle d'approche évidemment dans la complémentarité de ce qu'a dit superbement et qui nous a beaucoup touché Madame Rita Sharon. Je vais préciser comme ça dans une petite publicité pour le projet dans lequel je m'insère et qui a été édifié à Lisbonne en 2009 de manière un peu moins encadrée et depuis 2012 avec un financement donc du CNRS portugais.
où nous travaillons à l'enseigne de la médecine narrative et avec Madame Rita Sharon comme consultante. Donc vous avez ici l'adresse du projet qui s'intitule Narrative and Medicine. Donc c'est un projet qui réunit 18 enseignants-chercheurs, la plupart des littéraires, mais aussi donc il y a des médecins, des philosophes, des sociologues, certains donc même dans des domaines croisés, des collègues qui sont dans la philosophie de la médecine, par exemple, hein, donc bioéthique, pharmacie, infirmiers aussi, puisque nous avons un accord avec l'École supérieure des infirmiers de Lisbonne, et nos travaux aussi en histoire de la médecine, histoire des idées, donc 18 chercheurs. Donc nous travaillons dans un axe pluridisciplinaire, et il s'agit effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Marie-France, d'un projet interuniversitaire et vraiment international, puisque nous avons comme partenaires le laboratoire d'éthique médicale, le Center for Humanities and Health du King's College et Columbia, donc à New York, avec le travail qui pour nous est une référence, comme nous l'avons dit. Alors, toujours en guise d'encadrement, donc nous travaillons sur 3 axes. Nous travaillons à la fois donc sur la recherche, sur donc la médecine narrative comme recherche, comme pratique médicale, et aussi donc dans la formation médicale. Et pour la formation médicale, je vous montre ici donc ce que nous faisons. Nous avons développé depuis 3 ans un cursus dont je suis la co-directrice scientifique, le cursus médecine et narrative, que nous proposons à la fois aux étudiants de la fac de médecine, mais aussi et surtout notre public cible, ce sont les étudiants de la des facultés de médecine, parce que maintenant il y en a 2, de Lisbonne, et aussi les étudiants de l'école supérieure donc des infirmiers, avec plusieurs modules, littérature et médecine, communication, que j'assure particulièrement. Voilà, donc c'est une de nos multiples activités. Nous développons des colloques et nous faisons aussi des publications. Alors, ce que je vous apporte aujourd'hui, nous n'avons pas parlé préalablement, parce que vous allez penser que nous avons fait un petit dialogue, puisque Madame Sharon a parlé de ce qui divise et combien il est important de combiner les perspectives. Et c'est un petit peu comme si elle me disait, va dans ce sens. Alors moi, je vais vous parler de vivre ensemble. Hein. Voilà, donc le titre m'a surgi tel quel, immédiatement à mon esprit, quand le professeur Christian Hervé m'a lancé cette invitation au mois d'avril dernier. J'étais plongée dans la préparation d'un colloque sur Barthes à Lisbonne. C'était le premier ou un des premiers de l'année Barthes, puisque vous l'avez compris, ce projet s'insère dans un centre d'études anglaises de l'Université de Lisbonne, mais il y a des chercheurs qui sont d'études, disons, romanes, qui ne sont pas anglicisants, comme c'est mon cas, mais qui sont de littérature française. Donc forcément, nos références, et c'est comme ça aussi qu'on vit ensemble, qu'on travaille dans la complémentarité, c'est que mes références sont plutôt donc dans la critique et dans les œuvres, disons, de la littérature française. Je suis 19e et 20e, je travaille en 19e, 20e siècle, avec beaucoup d'outils associés donc aussi au théâtre. Alors voilà, donc c'était ce titre m'est venu tout de suite à l'esprit. Vous savez que Comment vivre ensemble est le texte d'un cours de cours et de séminaire de Barthes au Collège de France dans la chaire sémiologie littéraire, et Barthes est effectivement une référence importante pour mes travaux. Alors ce titre, il éveille et il convoque évidemment aussi l'œuvre et la pensée de Paul Ricoeur, dont les travaux sur le temps et le récit au début des années 90, et notamment Soi-même comme un autre, avait mis en relief les racines narratives de l'identité personnelle. Il est donc une référence fondamentale et on peut dire fondatrice pour la médecine narrative, et on sait qu'il est une référence aussi pour l'éthique médicale ici à Paris-Descartes. Soi-même comme un autre nous montre que la vie vraie, que la vie bonne se fait non pour soi, mais, je rappelle, avec et pour autrui. Il postule donc un bien vivre en commun dont nous avons beaucoup besoin aujourd'hui. Donc, toujours en guise d'introduction de ce que je vais faire, alors c'est donc l'approche discursive, l'approche discursive et littéraire développée par des travaux
qui sont à la croisée aussi déjà des travaux interdisciplinaires à la croisée de la littérature et de la linguistique. Des noms comme Minguenot, Méchonic, Barthes, c'est-à-dire une perspective discursive qui inscrit le sujet et le langage donc comme une activité du sujet. Donc je viens me situer dans une des trois approches de trois dimensions apportées par les travaux de Madame Rita Charon, que vous connaissez. Donc elle parle de trois dimensions essentielles qui sont l'attention, la représentation et l'affiliation. Donc nous avons un petit peu aussi structuré nos travaux en accord avec nos propres domaines de recherche selon ces trois dimensions. Elle vient de vous parler de l'importance absolument fondamentale. On la travaille nous aussi dans les hôpitaux avec les médecins, avec des ateliers d'écriture, l'importance de la représentation. Moi, je vais me situer ici, dans ce vivre ensemble, donc dans cette approche qui sera plutôt donc dans l'affiliation, ou ce qu'on peut appeler l'intersubjectivité qui est si importante donc en médecine et en médecine narrative et dans la relation médecin-patient tout court. Alors, mon point de départ est cette phrase et cette question de Roland Barthes dans Comment vivre ensemble. De qui suis-je le contemporain? C'est dire que je vais prendre le thème générique Caring for the Future, moins en me situant dans le futur que dans le présent, hein, ou mieux dans ce présent de l'avenir dont parlait, il parle toujours Saint-Augustin. Vivre ensemble, l'actualité est là pour le montrer, pour le démontrer, pour montrer l'urgence et la nécessité. Ce n'est pas simplement vivre les uns à côté des autres, mais implique aussi l'idée de communauté. Alors l'idée de communauté, elle est absolument essentielle quand on travaille en médecine narrative, puisqu'on se situe dans une approche pluri- ou interdisciplinaire. Donc, on est en communauté, on dialogue, on travaille avec l'autre. C'est-à-dire qu'on est en interaction et on prend très au sérieux l'idée de communauté d'interprètes qui est née au sein des travaux du théoricien de la lecture littéraire d'une approche pragmatique Stanley Fish, hein, quand il parle de l'autorité des communautés d'interprètes. C'est-à-dire que nous travaillons aujourd'hui, mon travail ici au laboratoire se fait dans cette transversalité, dans ce dialogue et dans ce partage, dans cette communauté aussi, c'est-à-dire qu'on établit à la fois des ponts entre médecine et littérature et des points de contact. Donc on ajoute un petit « i » et c'est des ponts et des points. On travaille dans ce qu'on appelle aujourd'hui les interfaces. Hein. Et là, donc, on ne sépare pas, voilà cette citation qui est certainement de Davies and Morris, inspirée de Stanley Fish, quand il parle d'une communauté d'interprètes donc qui ont à apprendre les uns avec les autres, hein, ou les unes avec les autres, ces communautés, sans séparation du biologique et du culturel, c'est-à-dire en brisant justement les dichotomies dont parle Rita Charon et qu'elle nous invite à faire avec tout cet engagement et toute cette douceur, en même temps, tout cet activisme qu'on lui connaît. Alors, la médecine, je dirais, est-ce que je peux peut-être m'asseoir, ce sera peut-être plus pratique pour lire, parce que je n'ai pas pris mes lunettes. La médecine, donc, de toutes les branches du savoir scientifique, la médecine, elle est narrative par excellence. Il faut commencer par dire cela. Hein. Il suffit de se rappeler qu'à sa base hippocratique, la médecine était conçue comme un art et qu'à travers les temps, la maladie se relate sous la forme d'histoires cliniques, de cas. La médecine narrative a pour point de départ, en fait, une évidence, et il faut bien l'accepter. Elle est remarquable, cette évidence. Roland Barthes le disait dans un article, L'analyse structurale des récits. Nous sommes en pleine époque structuraliste. Il soulignait le caractère essentiellement historique et anthropologique du récit. Il commençait son texte en disant « Nombreux sont les récits du monde ». C'est-à-dire que c'est un fait. Hein. Il n'y a aucun peuple au monde qui n'ait développé une forme de littérature écrite ou orale. Je vous renvoie aux travaux du grand médiévaliste Paul Zumthor. Et pourquoi? Parce que le récit
et la narration qui lui est liée, c'est-à-dire l'activité de raconter, le récit est une armature, nous est essentielle. Nous ne sommes pas eux, nous savons que nous sommes mortels et que notre vie commence, on sait qu'elle commence à un certain moment, on sait plus ou moins ses étapes, ou du moins on peut les reconstituer rétrospectivement, mais personne ne sait quand ça va s'arrêter et où on va quand ça va finir. C'est assez troublant au sens fort du terme, inquiétant au sens kantien. Que m'est-il permis d'espérer? Alors accepter le récit est confortant, structurant face à l'énigme qu'est l'existence. Dans la fin aussi de son introduction à l'analyse structurale du récit, Barthes explique que l'homme, s'il est essentiellement un homme narrateur ou un homme aux fabulances, le récit, répondant donc depuis la nuit des temps à façonner le réel et à fabriquer du sens à partir des éléments plus ou moins disparates de la vie, il dit aussi qu'il n'est aucune forme de surdétermination textuelle ou de schématisation, qu'il n'est aucune forme d'imitation pratiquement possible de la réalité à la littérature. Pourquoi? Parce que rien, dit-il, ne saurait contenir le langage, qui lui, le langage, est aventure au sens premier du terme, expérience et découverte humaine par le sensible. Même si, par nécessité sociale, et c'est là que vient le petit problème, ou notre problème, on en fait souvent de ce langage un emploi utilitaire, comme monnaie d'échange. On en a besoin dans la vie courante, dans les rapports personnels et dans les rapports professionnels, évidemment. Or, un tel emploi, comme on le sait, peut devenir sérieusement uniformisant, fixant le langage en formules, en dispositifs, qui non seulement corsettent toute la créativité qui lui est inhérente, mais qui peuvent annuler le sujet. Le langage, je vous le disais tout à l'heure, est un acte et une activité. Il n'est point de langage sans sa réalisation par la parole, par un sujet. Mais l'enjeu est énorme de nos temps, et je vous renvoie à cette citation de Giorgio Agamben, un philosophe que j'apprécie beaucoup, avec ce petit livre de cette citation, voilà, qui nous explique quelque chose qui est valable aussi en médecine, c'est que dans notre société où règne la technique, l'efficacité, l'immédiateté, les dispositifs agissent souvent comme des processus que nous pouvons appeler des processus de désubjectivation, indifférents et ne donnant plus lieu à la reconstitution de nouveaux sujets. Alors le constat, il est là, et il convoque le problème de la médiation. Vous savez que le radical med et de médiation est dans médecine. La médecine est par nature une activité médiatrice, et elle l'est aussi par le langage, parce que c'est une affiliation, comme le montre Madame Charon. Alors cette médiation aujourd'hui, et c'est une de nos questions ici au sein du laboratoire, cette médiation, elle est devenue instrumentale. La technique et la science ont fait place à la relation interpersonnelle du soin, à cette affiliation, à l'attention, au colloque singulier qui doit la caractériser. Les conséquences d'une telle technisation se jouent aussi du côté du médecin et du personnel soignant, dont les tâches sont dorénavant assujetties à toutes sortes de contraintes, de consignes extérieures. La médiation instrumentale, elle est essentielle, elle est fondamentale, on ne va pas la dénier, elle nous permet, l'imagerie médicale permet des diagnostics plus précis, etc. Mais on peut constater ceci, c'est qu'à l'heure où les maladies graves sont devenues des maladies chroniques, la médecine, qui est à bien des égards le point de rencontre de toutes les sciences humaines, porte les symptômes d'une déshumanisation incompatible avec la mission d'accompagnement et d'écoute qui est attendue d'elle.
Je vous ai mis ici un petit extrait d'un roman de Nicole Malinconi, Hôpital Silence, qui montre ceci même. Et si je l'ai mis, c'est parce que voilà une des approches que nous avons à Lisbonne, à l'image de Columbia, c'est-à-dire que nous prenons des textes littéraires et nous montrons à travers les textes littéraires, parce que la littérature, elle réfléchit, au sens d'un miroir, mais elle permet aussi de réfléchir au sens de représentation, de réflexion. Donc, elle nous permet de penser aux questions complexes de la vie, de la mort, de la maladie, de personnel, collectif, de la relation médecin-patient. Et pourquoi? Parce que, et une personne qui est ici dans la salle et qui est la pionnière en France des travaux en littérature et médecine, Gérard Danoux, a bien montré dans ses travaux aussi combien la littérature permet de déplier dans ses moindres détails des questions fines comme le rapport au corps souffrant, à l'existence, à autrui, dans une démarche toujours singulière. Et je me permets, Gérard, de faire un peu de publicité pour le livre que nous avons publié récemment, Mots écrits, mots vécus, traitement littéraire de la maladie, qui justement montre donc à partir d'un certain nombre de textes la relation particulière entre la maladie et la médecine. On était tellement fatigués de tellement parler de maladie qu'on a décidé maintenant de faire un colloque sur littérature et santé. Donc je vous rassure, voilà. Et je vous ai mis aussi la couverture d'une anthologie que nous avons créée à Lisbonne dans le cadre du projet, où nous avons traduit des textes de la littérature française, anglaise, dans leur majeure partie, mais aussi allemande et suédoise, des textes, des extraits donc d'œuvres qui nous servent aussi au cours de littérature et médecine. Ça s'appelle Contar com a médecine, c'est-à-dire raconter la médecine et raconter avec la médecine, des textes de Flaubert, de Maupassant, où a collaboré aussi donc Gérard Danoux, donc un texte, une anthologie à l'usage donc des médecins. Alors pourquoi la lecture? Pourquoi la lecture et pourquoi la littérature? Et vous voyez que là je m'enflamme parce qu'évidemment je parle des choses qui me sont auxquelles je réfléchis depuis quand même un certain nombre d'années, notamment dans le cadre d'un projet, je fais une petite publicité, Léa à lire en Europe aujourd'hui, parce que la littérature et la lecture littéraire, elle permet d'articuler deux subjectivités. Face à un texte, il y a ce rapport et cette démarche à l'autre qui est toujours singulière, et ceci, nonobstant son caractère différé, puisqu'elle est réalisée à distance, en fin siècle du 19e, par exemple, comme tout à l'heure, et ici, ce caractère est différé, il est indéterminé, puisqu'il est toujours sujet à l'interprétation d'un lecteur toujours hypothétique, et il est multipliant, puisqu'un texte convoque toujours la mémoire d'autres textes. Alors, je vous disais qu'à l'heure où les maladies deviennent chroniques, à l'heure où l'avancée scientifique prône une prédictivité incompatible avec la complexité des maladies, à l'heure où le vécu de la santé dépasse le sentiment de non-maladie pour croiser celui du bien-être, conscient des facteurs de risque médicaux, sociaux et environnementaux, une réflexion consciente des nouveaux enjeux humanitaires ne peut concevoir que dans la multidisciplinarité. Et la question que nous avons choisi de travailler, je parle ici aussi un peu au nom du laboratoire d'éthique médicale, si tu me permets, est la question de la subjectivité. C'est notre interface commune. Revenons donc au récit, à la narration, à la subjectivité et à la médiation par le langage. Parce que, effectivement, si tout acte de narration est réceptacle d'identité personnelle et collective, comme le montre Ricoeur, celle-ci est inséparable d'un corps. Je brise encore une dichotomie, la dichotomie entre le corps et le langage, et sa relation singulière du corps au langage, à sa manière de prendre à l'échange, à entrer en rapport intersubjectif avec le locuteur. C'est-à-dire que l'affiliation, c'est relier des acteurs
dans une consultation, dans un dialogue partagé. Dialogue partagé, chez Bakhtin, c'est du dialogisme, d'accord? Je travaille avec les mots de l'autre, je vis dans l'univers d'autrui. La médecine narrative s'intéresse donc aux interactions et il faut aussi s'intéresser au cadre de ces interactions, c'est-à-dire au cadre de la consultation. La consultation met en jeu des corps et du dialogue d'êtres humains entrant dans une sphère sociale, dans une sphère de relations sociales par le discours. Elle est une scène de signification vivante et ouverte. Elle relève de procédés communicationnels souvent subtils, d'indices prosodiques et kinésiques complexes. Et j'aime bien parler ici, je me rappelle d'une citation de Maurice Maeterlinck, un des auteurs que j'ai travaillé il y a longtemps, mais qui reste toujours présent pour moi dans le cadre de ma thèse sur le théâtre symboliste. Maurice Maeterlinck, il avait cette phrase « l'interne de sa manière externe ». C'est-à-dire que le médecin, il doit être attentif au récit du patient, pas simplement à la structure, mais à la façon dont il le dit, et aussi donc, à ce qu'il dit, mais aussi à la façon, comment est-ce qu'il va externaliser ou rendre externe tout ce qu'il a à dire, et même les interdits, d'accord? Même les interdits, ce qui est dit à moitié. Alors, la littérature qui est essentiellement langage, selon le mot de Roland Barthes, a compris, surtout dans les années 90, avec l'émergence donc d'une perspective discursive, qu'il était important de ramener à la littérature, outre les approches donc très structuralistes dont vous avez peut-être compati comme moi quand vous étiez au lycée, c'est-à-dire appliquer des schémas narratologiques au texte, etc., on a compris qu'il fallait restituer au texte une dimension contextuelle, une dimension sociale trop souvent négligée. Et la médecine narrative arrive ici en même temps avec les travaux aussi de Paul Ricoeur, de Rita Charon, qui appellent à l'interaction, au partage, au contexte, d'accord, et à la parole partagée. Alors, il y a un auteur français qui est très important pour cette approche, quoiqu'il est déjà un petit peu antérieur, c'est Émile Benveniste. Alors, Benveniste, vraiment, il est extraordinaire. On le lit ici au laboratoire, puisqu'il a montré que le langage, finalement, il est le lieu et le lien naturel de l'homme dans sa relation au monde et à l'autre. On n'a pas besoin d'être un grand littéraire de chapelle pour accepter une phrase de Benveniste qui dit « Le langage sert à vivre ». Ok ? Voilà. Et donc, il a joué un rôle pivot pour déjouer toutes ces dichotomies dont était un peu affectée la littérature, d'héritage un peu saussurien, langue, parole, signifiant, signifié, synchronie, diachronie, etc., pour dire que le langage, il est dans la nature de l'homme, je le cite déjà, et que nous n'atteignons jamais l'homme séparé du langage. Donc, il va, si vous voulez, dénoncer les limites d'une linguistique, disons, du système, pour souligner que c'est à travers l'interaction discursive que le sujet se définit, pense, partage sa pensée dans un rapport, voilà, intersubjectif. La conscience de soi n'est possible que si elle s'éprouve par contraste. Vous voyez ? Et donc, il va faire tomber les vieilles antinomies du moi, de l'autre, de l'individu, de la société. Et il va parler d'une relation dialectique entre l'homme, le monde et le langage. Et donc, on en vient à l'indispensable médiation du langage dans sa valeur relationnelle, dans la relation avec autrui, dans la relation interpersonnelle, qui s'impose donc pour mettre à l'épreuve les approches normatives, les approches trop techniques ou inspirées par les modèles biotechniques, ou les approches pures et dures de l'evidence-based medicine contre laquelle
comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas dire qu'elles ne sont pas importantes, mais on va se situer en complémentarité, parce que sinon, on va se rendre au dispositif ou à la logique du dispositif. Alors, la littérature qui s'est façonnée à travers les siècles autour de l'homme et du langage convoque ici le concept d'éthos. Et oui, plus que de pathos, où elle est parfois associée, au sens donc discursif proposé par Dominique Minguenot à la suite d'Henri Méchonic, d'Émile Benveniste, et qui est ensuite reprise par une notion que je considère personnellement très porteuse, qui est la notion d'individuation d'un autre sémioticien et linguiste, qui est Henri Méchonic, et qui parle justement dans un ouvrage absolument central qui a été édité récemment, mais ses travaux sont nombreux dans le domaine de la traduction, bon, que j'enseigne depuis quelques années aussi au Portugal. Donc, langage, histoire, une même théorie. Il dit que le sujet et le social vivent de tout temps dans le langage et dans l'histoire. Et donc, tout discours engage un mouvement de perpétuelle subjectivation, d'accord ? C'est-à-dire l'individuation comme forme de langage, conférant, là encore, au poétique et à l'éthique, d'accord ? C'est-à-dire à la littérature et à l'éthique, un même mode de fonctionnement. Alors, la perspective sémiologique de Méchonic apporte une contribution donc très importante pour nous montrer que le langage doit dépasser une vision préalablement codifiée, syntagmatique, syntaxique, de la grammaire, etc., pour le saisir ou cela dans l'activité du discours. Ceci peut paraître un petit peu complexe, mais je vais vous donner un exemple qui va beaucoup vous plaire. Avant l'exemple, je vais quand même vous dire que Méchonic, non simplement, il dit que la subjectivité, c'est la capacité du locuteur de se poser comme sujet à travers son acte de langage, comme, du point de vue qui m'intéresse, bon, un peu plus particulièrement en termes de ma recherche sur le théâtre, il parle de ce continu corps-langage, d'accord, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer la voix du sujet, la voix fait du sujet, vous faites du sujet, le sujet se fait dans et par sa voix. Alors quand dans des comités CARPEM, on entend les patients dire « écoutez-nous », hein, je ne mens pas, je l'ai entendu moi-même, eh bien moi, personnellement, je pense à ces références, combien elles sont porteuses et comment vivre ensemble peut peut devenir très constructif. Hein. Donc sans séparation entre le logos et le phoné, la politique et la poétique, ou raison et émotion. Alors, je vais vous donner un petit exemple sur cette importance de l'énonciation, c'est-à-dire de la profération du sujet, c'est-à-dire de la réalisation du sujet dans son discours, et je vais le faire, donc, pour dire que l'énonciation engage la voix et donne au locuteur le rôle actantiel de sujet, pas le rôle actantiel de personnage, comme dans le récit, mais le rôle actantiel de sujet. Eh bien, j'ai tiré un exemple de fragment du discours amoureux. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre de Roland Barthes qui est absolument délicieux. Vous savez que Roland Barthes était linguiste et ici, il va s'intéresser linguistiquement à la formule « je t'aime ». Voilà. Et il a comme référence les souffrances du jeune Werther de Goethe et ce qui se passe, il dit le désordre du langage qui passe dans la tête du sujet amoureux. Et il va donc analyser ce petit texte et ce qui l'intéresse, c'est que ce n'est pas la déclaration de l'amour qui lui intéresse, parce que le « je t'aime » ne se réfère pas à la déclaration de l'amour, à l'aveu, mais à la profération répétée du cri d'amour. Et il le montre à travers un célèbre échange de Péléas et Mélisande, voilà, c'est Maeterlinck encore, et il dit, combien de temps est-ce que j'ai encore 5 minutes? Je donne juste cet exemple et je termine. Donc voilà,
Alors, il montre que, à travers l'analyse de ce célèbre échange, que la profération du « je t'aime » attend en retour du sujet aimant que ce dernier réponde. Mais pour qu'il corresponde véritablement, il faut qu'il assume, je cite, de formuler, de proférer le « je t'aime » que je lui tends. « Je t'aime », dit Péléas. « Je t'aime aussi », dit Mélisande. Elle ne répond pas « moi aussi ». Elle réalise ce qu'elle ressent en le disant. Car le sujet amoureux ne veut pas seulement être aimé en retour, il veut, je cite, se l'entendre dire sous la forme aussi affirmative, aussi complète, aussi articulée que la sienne propre. Ainsi, dire « je t'aime aussi », c'est nécessairement s'inscrire dans la logique d'un rapport intersubjectif et incluant. On rentre dans le langage de l'autre et l'autre rentre dans notre langage. Ce n'est pas un symptôme, c'est une action. C'est du langage en action, conclut Roland Barthes. Et donc, je ne vous embête pas plus, je vais juste vous laisser une petite envie peut-être de lire la leçon de Roland Barthes au Collège de France, où il montre que la littérature, parce qu'elle met en scène le langage, elle peut être une sorte de joker pour les autres sciences, et qu'il y a effectivement urgence de toute façon de revenir, et ce dernier slide, il n'est pas là, c'est dommage. Ouais. J'avais un petit slide pour vous, qui était un tableau de Paul Reg, qu'on a vu toutes les deux, les tableaux de Paul Reg à l'ambassade du Portugal à Londres, qui s'intitule Guerre et qui montre que la poésie est importante aussi dans le monde actuel, la poésie et l'art, puisque, comme dit un poète de notre temps, Siméon, plus barbare le monde sera, plus poète nous serons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maria. Donc, on est finalement pas très loin de la première rencontre d'Hippocrate de cette année, au cours de laquelle on avait essayé de définir les liens entre art et médecine. Je vous rappelle cette intervention magnifique qui avait été faite par notre collègue de Paris 3. Je suis certaine que vous avez des questions. Bonjour, je vous félicite pour vos interventions, même si je n'ai pas appris l'anglais, j'ai un petit peu compris. Je suis médecin santé publique et donc je suis amenée à écrire des articles et j'ai rencontré, vous parlez de que vous faites un travail international, enfin avec des liens internationaux. J'ai eu l'occasion d'aller en Suisse parce que Neuchâtel est jumelé en droit de la santé avec Paris Descartes et aussi avec le King's College que vous avez cité. J'ai donc discuté avec l'historienne Aude Fauvel de Lausanne, je sais pas. Et puis à Neuchâtel, il y a aussi de la linguistique. J'ai été les rencontrer. Et la linguistique en Suisse n'est pas abordée de la même façon qu'en France. Et donc il y a tout ce qu'ils disent en gros que le langage est 99% à peu près de non-verbal. Parce que j'ai fait ma thèse avec des alcooliques et donc évidemment ils me mentaient tout le temps. Donc en fait j'ai été obligée de trouver des voies de contournement et puis donc de les observer et pas écouter ce qu'ils me disaient. Ils ne buvaient jamais d'alcool bien évidemment. Et donc est-ce que vous entrez dans votre discours aussi tout cet infraverbal? Parce que quand on est face à des patients alcooliques ou des patients anxieux qui vous affirment qu'ils n'ont jamais peur et puis que vous voyez que leurs ongles sont tout rongés, des petites choses comme ça, parce que c'est important au niveau de vos étudiants qui sont médecins de penser aussi à tout ce qui est le langage infraverbal, il me semble. C'est pour moi la question, je vais peut-être pas répondre et puis Madame Charon pourra peut-être... Je veux dire ce qu'on fait, donc vous poser une question directement sur Lisbonne. Donc, pour moi, qui suis une personne des études théâtrales, vous savez, le non-verbal et qui travaillait Maeterlinck, donc le silence est une catégorie, voyez. Et puis il y a, donc, juste une petite référence, c'est que dans le théâtre, si vous voulez, jusqu'au 19e siècle,
le théâtre bourgeois, le théâtre réaliste devait dévoiler quelque chose que tout le monde savait qui était là depuis le début, hein, un adultère, un crime, etc. Alors que dans le théâtre, à partir donc du symbolisme de la fin du 19e siècle et après au 20e, cache plutôt, et donc il faut le montrer par des allusions, par la suggestion, notamment par le silence, et c'est ce que fait Maeterlinck. Mais de manière plus concrète, à Lisbonne, personnellement, je développe un projet de recherche en cancérologie, où je vais observer des consultations. Alors je sais que les Suisses, ils ont certainement raison que, et c'est pas simplement les Suisses, il y a des travaux de Mehrabian, etc., qui montrent, et pas simplement, mais Paul Ekmans, donc un important psychologue qui a écrit un livre qui est traduit en français, qui est sur les émotions et sur les micro-expressions. Ça vous dit peut-être quelque chose, parce qu'il y a une série à la télévision qui s'intitule « Lie to me ». Hein, en français, c'est « Je sais que vous mentez ». Et là, analyser des micro-expressions faciales qui sont universelles, indépendamment des races, des âges, etc. Et donc, vous voyez, on peut se servir aussi de ces travaux de Paul Ekmans ou d'autres anthropologues qui ont étudié l'importance du non-verbal et comment vous pouvez savoir que vos patients mentent éventuellement. Mais en cancérologie, personnellement, donc nous développons aussi un travail de terrain, c'est-à-dire qu'on fait des observations de consultation et on essaie de comprendre, parce que c'est un terrain très particulier, où les émotions, où la souffrance, où la crainte, où l'inquiétude est très présente. Évidemment, tout cela est fait avec beaucoup de délicatesse et avec des cancérologues qui ont aussi une aptitude pour la médecine narrative. Et nous faisons, donc moi personnellement, je fais l'observation des consultations et j'essaie de comprendre à travers donc le rapport intersubjectif qui se noue à travers le langage et les corps entre le médecin et le patient. Mais normalement, ce n'est pas simplement un patient, parce que le patient arrive avec son conjoint ou vice-versa. Et donc, j'essaie de comprendre comment se passe la communication et qu'est-ce qui passe au-delà des mots. Voyez, parce que je ne sais pas si... je n'ai pas mis ici peut-être là. Il y avait une citation de Merleau-Ponty. Voilà, elle n'est pas là, elle n'a pas été copiée, de Merleau-Ponty qui disait justement qu'il faut aller au-delà de la logique du langage. C'est dans un très beau texte qui s'intitule « Le langage indirect et les voix du silence », qui est inclus dans un livre intitulé « Signes » de 1961. Et donc, on n'atteint pas l'autre indépendamment de la vérité, du mensonge, tout simplement parce que le sujet, c'est du secret. Et puis aussi parce que le langage, il n'est jamais suffisant pour dire ce qu'on a envie de dire. Vous voyez, c'est ce que montre Henri Méchonic. Il n'y a pas de texte original parce que le langage, on n'a finalement que 24 lettres dans l'alphabet. On ne pourra jamais dire. Et donc, on a besoin du geste, on a besoin du silence, on a besoin du corps-langage que nous sommes pour nous exprimer, pour toucher l'autre. Et je vais passer la parole à Madame Rita Charon qui va certainement compléter. Just a few things to add. That it's the body that tells what language cannot. And we often have to, as physicians who examine the body, we have to take sides sometimes. The patient says, oh, my breathing's fine. And you listen to the lungs and you listen to the heart, and you know by the tactile sensations that they're not breathing well at all. So, but the other thing, so that's one very fundamental thing, that one has to become very fluent in the languages of the body that tell what even the patient doesn't know to tell. The other thing is that the clinicians often forget that they are non-verbally very, very active, and that patients are watching with every breath what that facial expression is. They're very aware if a physician or a nurse doesn't want to touch a patient with, say, some horrible skin disease.
So your question opens up many chapters in our work on both sides. Bonjour, donc je suis Christelle Elaton, je suis philosophe de formation. J'aurais 3 questions pour Rita Sharon. Je les formulerai en français puis en anglais peut-être. Donc à propos de la fonction du récit, donc vous dites que c'est un moyen de combler la distance entre le patient et le médecin. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme en psychanalyse, qu'il y a une vertu thérapeutique de la parole? In English? Yeah. For you, what is exactly the function of narrative? Is it a tool to understand medical situation for patients and to understand patients for the physicians? Or is there also a therapeutic function of speaking and writing? Of course. I mean, one is to convey information. One is certainly to convey affect. The pluripotency of the conveying is what indeed gives it its power. And it is in the process of sometimes the success. It doesn't always work, but there are times, and we all know it, and we can tell when it happens. I think it happened between this patient I described to you and myself, that together, there is achieved a reciprocal, mutual reality. And it's that mutuality, that reciprocity that is coming now into view and that we strive for. Is it therapeutic? Yes, but not unilaterally. It changes the field of action when both are involved in the helping, the giving, and the receiving. Thank you. Ma deuxième question concerne le concept d'affiliation. On peut trouver en fait une définition de ce concept chez le philosophe Richard Zanner, philosophe américain. Et je voulais savoir si vous donniez le même sens à cette idée que lui. Dick Zehner is very important in our work. Has he been here? Has he visited you? He's a kind of heavy-set country guy, and speaks very colloquially, and revolutionized the ethics department at Vanderbilt when he took over, because he, unlike some of the non-clinicians, did not dared to go where the patients were most suffering. And he talks in his Conversations on the Edge about going out on the precipice with a patient who wanted to die. There was a young man in renal failure who wanted to stop his dialysis. And Dick Zehner, the ethicist, the philosopher, the phenomenologist, was the one to visit this man, Tom, and to accompany him on that edge where it is the case that he wants to die. So he has very much inspired all of us with that kind of courage, and also the willingness to drop the protection of not being sick. Yes, he's very important in my work. Et pour finir en lien avec cette question, est-ce que vous pensez que l'élaboration d'une éthique narrative, enfin votre collègue y a un peu répondu, interdisciplinaire, peut permettre de répondre aux objections qui sont formulées parfois à l'encontre de la médecine narrative? Et est-ce que vous verriez justement une place du philosophe jusqu'au chevet du patient pour remédier peut-être à ça? I think your question is whether there's a place for the philosopher in amidst all these doctors and patients. Of course. My group and I are now almost finished writing a book called The Principles and Practice of Narrative Medicine, because we feel that a lot of the field
has incorporated some of our teaching methods, but we want to make sure that all of the deep fundamental conceptual theories are known as well, as are the teaching methods. So it's two literary scholars, one philosopher phenomenologist, one psychoanalyst, one novelist and creative theorist, one oral historian, and one anthropologist. Those are the authors of this book. So that gives you a sense that the practice arises from a very firm foundation in literary theory, narratology, and on the whole phenomenology of the body and philosophy of the subject. Yes, there's room for philosophers. Bonsoir, merci. Sylvia Rossi, je suis doctorante en littérature et je travaille pour une association qui s'appelle Cancer Contribution qui s'occupe des politiques en cancérologie en France et d'amélioration du parcours des soins. Donc je vais poser une question qui dérive un peu de vos interventions. Elle n'est pas à personne en particulier, à celle qui peut me répondre. Et qui est un peu dérivée de ce double parcours que j'ai. Donc la question que je me pose depuis le début et depuis des années, est-ce qu'effectivement, le langage que les patients et les médecins parlent est le même? Je peux l'argumenter un peu plus. Ça m'a beaucoup plu l'exemple de Rita Sharon à propos de son interaction avec sa patiente, surtout quand elle disait qu'il s'agissait d'un succès communicatif, puisque elle se reconnaissait comme médecin une des locuteurs, mais pas celui qui fait forcément arriver les choses, seulement une partie du discours. La deuxième partie est quand la patiente. Mais il est vrai aussi que c'est une conversation qui naît parce qu'il y a quelqu'un qui est malade et il y a quelqu'un qui est là pour le soigner. Cela dit, moi je suis absolument persuadée que la littérature a une fonction d'interprétation et a une fonction de véhiculer cette communication. Donc l'année dernière, j'animais à Milan un stage pour des médecins et des infirmiers qui s'intéressaient à la médecine narrative et j'ai proposé de travailler sur la communication médecin-patient. Il y avait à peu près 25 personnes. Il y en a eu une dizaine qui sont revenues avec une analyse au choix de romans en me présentant deux romans. Le premier, c'est la formule chimique de la douleur, dans laquelle la communication patient-médecin est définie comme la communication entre des planètes qui se voient, mais qui ne se croisent jamais et qui ne peuvent pas communiquer. Et le deuxième roman s'appelle Ce que pensent les poissons rouges. Donc déjà le titre c'est What Red Fishes Think. Et c'est l'histoire, c'est un médecin qui écrit, un chirurgien, qui explique, en fait la narration est double. Il y a le point de vue du médecin, du chirurgien et celle du patient en même temps. Le patient ne peut plus parler, mais on est dans ses pensées et il regarde le chirurgien et il pense, vous, les chirurgiens, vous ne savez pas qui je suis réellement dans la vie, je suis un homme important, vous vous permettez de me prendre d'anneau, vous ne savez pas ce que moi, malade, je pense et je vis. Et d'autre part, on a les chirurgiens qui le regardent et qui pensent pour son mieux de faire tout le possible pour le sauver alors que le patient est complètement perdu et il ne comprend pas ce qui se passe. La question est vraiment l'initiale. Est-ce que le choix que ces élèves ont fait, moi je voulais aller dans le sens d'une communication partagée et eux ils m'ont démontré comment et pour les médecins et pour les patients la communication est impossible. Alors je ne vous dis pas ma réception à cette conclusion et je voulais être rassurée par vous. Dans laquelle vous vous placez, par rapport, évidemment, vous pouvez prendre des textes littéraires et qu'ils soient quelque part illustratifs de ce qu'est ou de ce que ne doit pas être la communication médecin-patient. Il y a tellement d'exemples dans la littérature. Mais là, vous leur tendez un miroir et vous ne les engagez pas dans la communication. Ce que vous pouvez éventuellement faire pour leur montrer à la fois
l'enjeu et les écueils de la communication, c'est de les mettre eux-mêmes en situation de communication, c'est-à-dire de promouvoir donc des jeux de rôle où eux-mêmes ils ont à être patients, où ils ont à jouer le rôle de médecin. Et je peux vous dire, parce que nous avons fait déjà des expériences sur ce sujet, que cela change complètement de perspective, parce que ça passe par eux, voyez. J'ai assisté d'ailleurs ici à des jeux de rôle dans le cadre des travaux du laboratoire Illumens, c'est avec donc où ils passaient par des scénarios avec des mannequins qui étaient motorisés, etc. Et avec des situations précises où ils accompagnaient une patiente depuis sa prise en charge à l'hôpital jusqu'au moment où ces jeunes médecins, enfin c'était des internes ou des étudiants de 3e, 4e année, devaient annoncer à la famille donc le décès de la dame. Et ceux qui jouaient les rôles n'étaient pas des acteurs, c'était leurs tuteurs, leurs professeurs, et la famille était jouée par des gens des comités de patients. Et ils les coinçaient là. Mais alors, que s'est-il passé? Alors, un certain moment, il dit, ma mère est morte. Pas tout à fait. Vous voyez, alors, vous voyez, donc, ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'on n'apprend pas le langage, on ne peut pas séparer l'homme de sa réalisation du langage. Si on prend cela effectivement au pied de la lettre, eh bien, nous n'allons pas tout simplement, parce qu'aujourd'hui, il y a un déficit de communication, et surtout, et plus jeune on est, plus on parle très facilement. Je ne sais pas si vous êtes trop jeune, vous n'avez pas d'enfants, mais les gens qui ont des enfants voient que parfois ils sont dans la même pièce et s'envoient des SMS. Donc il y a effectivement un déficit de la parole vivante. Si ceci est enregistré, je ne parle pas de mes enfants, hein, ok. Voilà, mais il y a ce défi. Et donc rien de tel que de les mettre en situation de communication pour qu'ils s'aperçoivent justement à la fois de la merveille et des limites, parce que le langage, il est toujours insuffisant. Hein. Bon, Saint-Exupéry disait que le langage est une source de malentendus. Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin. Pourquoi est-ce qu'on dit autrement dit? Vous êtes questionné? C'est pour dire, on essaie de dire d'une autre façon pour mieux s'exprimer, voyez? But the other thing to add is that it's not just a matter of language. And it is certainly not just a matter of so-called communication skills. That the capacity for that student or your surgeon to tell, to convey to a patient some serious unwanted news requires much, much more than a script or a set of words that might work. It requires the imagination. It requires the capacity, the daring that Richard Zahner has, the capacity to enter into imaginatively, vicariously, the situation that is underway. That is what affiliation is. That it's not becoming the other. It is not becoming the other. It is imagining what it might be like to be in a situation. And that is disarming for both actors, for both agents, humbling, frightening, profound for that surgeon or doctor who finds, with some help, the willingness and skill to enter. Bien, merci beaucoup. On pourrait passer la soirée entière à vous écouter. Vous nous avez démontré une fois de plus, s'il en était besoin, le mariage qu'il y a à faire entre la littérature et la médecine. Nous en sommes convaincus, grâce à vous, et au fur et à mesure de nos travaux en commun. Et je crois que les manifestations comme aujourd'hui sont vraiment là pour attester du caractère concret de cette collaboration telle qu'elle existe déjà à une échelle internationale. Donc je souhaite que notre faculté de médecine s'inscrive
et soit à la hauteur de la voie que vous nous avez ouverte. Je vous remercie, madame. Merci.